résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Bonjour, vous êtes bien sur RBS 91.9. Vous êtes en train d'écouter l'émission de Strasbourg et d'ailleurs pour le Conseil des résidents étrangers. Alors aujourd'hui, c'est Eric, je suis tout seul au micro, mais c'est avec l'appui de mes camarades Nabou, Aïcha, Déborah et tant d'autres encore que je vous propose la diffusion de cette interview parlant de migration, plus précisément des états généraux d'immigration, mis en œuvre par le collectif pour notre politique migratoire, un collectif qui regroupe de nombreuses associations, que je vais citer par ordre alphabétique. Il y a la CAT, Alarme Fun, CASAS, CCFD, TS67, la CIMAD, ECASO, Europe Cameroun Solidarité, la Ligue des droits de l'homme de Strasbourg, F3M, Makers for Change, Médecins du Monde, la MRAP, Migration Centre Alsace, Oxfam, la Pastorale des migrants et l'association Vie Nouvelle. Alors, nous avons rencontré deux membres de ce collectif au Savon d'Hélène et voici leur interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il vous plaît? Oui, Ferland Yel, je suis membre du collectif depuis 2 ou 3 ans et le collectif étant une fédération d'associations, je représente au sein de ce collectif Médecins du Monde. À Médecins du Monde, j'ai des fonctions de secrétaire régional, donc je participe un peu au pilotage de l'association locale. Par ailleurs, j'ai 75 ans, je suis retraité, je suis un ancien de l'éducation nationale, mais comme d'autres. Oui, Pierre Graim, je suis déjà venu l'une ou l'autre fois à l'émission. Je suis membre de la CIMAD, membre bénévole de la CIMAD, et voilà, je suis aussi retraité de l'éducation nationale, un peu plus jeune que Fernand. En quelques mots, est-ce que vous pouvez présenter déjà votre association à vous et le collectif pour notre politique migratoire? Et après, nous allons parler des états généraux. Oui, Médecins du Monde. Donc, j'appartiens à la délégation de Strasbourg. Il y a environ une quinzaine de délégations en France. Nous nous appelons Médecins du Monde, mais nos activités se déploient autant dans l'humanitaire international que dans l'humanitaire local. On a considéré depuis une vingtaine d'années que il n'y a aucune raison de privilégier des besoins loin de chez nous, alors qu'on serait insensible aux besoins proches de chez nous. Et parmi ces besoins, le premier, c'est l'accès aux soins, les droits à la santé. Et derrière les droits à la santé, on sait bien que la santé, ça n'a pas de sens s'il n'y a pas de logement, s'il n'y a pas d'accueil pour les enfants, de scolarisation, etc. Donc c'est tous les autres droits, c'est la raison pour laquelle nous travaillons aussi pas mal en interassociatif. Oui, la CIMAD est une association nationale avec un certain nombre de régions qui s'occupent... alors qui a 80 ans cette année, et qui s'occupe essentiellement de l'accueil des étrangers sous l'angle de l'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile, et pour l'accès aux droits en particulier. Disons, le cœur du métier, c'est l'accès aux droits. Alors, soit pour les demandeurs d'asile, alors pas à Strasbourg, mais parce qu'il y a une autre association proche qui s'en occupe, mais plutôt les déboutés du droit d'asile ou ceux que l'on appelle les sans-papiers. Et puis aussi une part importante de sensibilisation dans les établissements scolaires, dans un certain nombre de lieux où on est invité à parler des migrants. Et on a comme but d'essayer de faire changer le regard sur les migrants par un certain nombre d'actions, et notamment un projet qui s'appelle Migrants Scène, qui est un festival culturel qui a lieu chaque année au mois de novembre. Mais le cœur de métier, c'est l'accès aux droits pour les étrangers.
Et on travaille évidemment en interassociatif pour les côtés humanitaires et autres qui sont pas notre spécialité, je dirais. Oui, je peux peut-être compléter pour Médecins du Monde. Notre activité sur Strasbourg, c'est ce que nous appelons le CASO, le centre d'accueil de soins et d'orientation. Donc, centre d'accueil de soins. Bon, là, on accueille à peu près par jour et surtout en matinée une vingtaine de personnes qui, viennent se parler de leur santé. Et on se rend compte que parmi ces problèmes de santé, il y a les problèmes de santé mentale. Et puis, nous avons des missions extérieures, donc sous la forme de 2 maraudes par semaine, donc 2 fois par semaine, entre 20h et 2h du matin. Nous sortons, nous allons, comme d'autres associations strasbourgeoises, faire notre tour. Nous connaissons à peu près les endroits où sont les personnes sans abri. Nous allons leur apporter un peu de soutien. C'est plus du soutien et cette mission se transforme un tout petit peu en une mission, disons, de clinique mobile. Mais ça, ça va se faire, ou ça se fait déjà, les dimanches matins en journée. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler du collectif pour notre politique migratoire, ses origines, ses fonctions, Oui, le collectif pour une autre politique migratoire, c'est une réunion d'un certain nombre d'associations qui ont le souci notamment des migrants et qui s'en occupent plus concrètement ou de défense des droits et qui se retrouvent depuis un certain nombre d'années, notamment autour d'actions par rapport à l'Europe. Puisqu'il y a le Parlement européen, puisqu'il y a le Conseil de l'Europe, nous avons proposé un certain nombre d'actions pour sensibiliser la presse et aussi les députés européens, notamment les députés européens, par un certain nombre d'actions et d'interpellations. Le but du collectif, c'est aussi une protestation contre la politique migratoire du gouvernement, et là aussi assez régulièrement, quand on estime que c'est nécessaire et que le moment est venu, on essaye de rendre visibles les dégâts faits par la politique migratoire, ou de rendre sensible l'opinion publique aux dégâts faits par la politique migratoire. Je crois que c'est très important de souligner le travail interassociatif au sein de ce collectif, dans la mesure où chacun d'entre nous avons un angle d'approche, mais il est bon à un moment donné de se dire que finalement les migrants, ce sont des personnes à part entière, et on n'est pas il est très important de réunir nos forces pour défendre leurs droits. Alors, dans ce collectif, je vais peut-être citer, Pierre vient de la CIMAD, moi je viens de Médecins du Monde, mais parmi les autres associations très présentes, donc il y a Oxfam, la Ligue des droits de l'homme, le CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le développement, Terre solidaire, La Vie Nouvelle, personnalistes et citoyens. Voilà. La pastorale de la santé. Donc il y a là quelques personnes autour, donc noyau dur, et d'autres membres qui nous rejoignent à l'occasion. En particulier lorsque nous montons des actions comme celles qui ont été décrites, une action devant le Parlement européen, ou alors nos manifestations publiques. Nous en avons de plus en plus, et ne serait-ce que pour ces manifestations publiques, c'est important que nos propres associations soient sensibles à cette démarche collective. Quel type de manifestation publique vous faites par celle devant le Parlement ? Alors, je peux parler des manifestations publiques qu'on a fait au cours de l'année dernière.
Donc Pierre a évoqué la manifestation vraiment phare devant le Parlement européen. Peut-être qu'il y reviendra. En particulier donc avec cette action symbolique qui a sollicité ce Tunisien, M. Chamseddine, qui est venu faire une sorte d'enterrement symbolique, puisque son action à lui est de donner une sépulture aux échoués des migrants qui viennent donc s'échouer sur les cadavres qui viennent sur la mer et dont la dernière dignité peut être la sépulture. Autre action que nous avons menée le 18 décembre 2018, journée nationale ou journée mondiale des migrants. Ça se manifeste par un défilé entre la préfecture et le centre Bernanos. Préfecture parce que nous pensons que la défense des droits et l'interpellation de nos politiques se fait en particulier devant une préfecture, mais pas que. Et puis, plus symboliquement, nous voulions mettre en lumière le problème des mineurs non accompagnés. Donc ce sont des jeunes mineurs qui fuient leur pays d'origine, qui traversent des obstacles incroyables et qui arrivent en France souvent sur une terre de non-accueil. Alors effectivement, il est prévu que le conseil départemental s'en occupe, s'en sorte qu'il y ait un hébergement, mais nous constatons, entre autres, qu'une association, que le Centre Bernanos, qui est une association, accueille une trentaine de ces jeunes, et donc là c'est vraiment l'assistance publique, c'est c'est la mobilisation citoyenne, et nous voulions à la fois faire savoir que ça existe, mais faire savoir que c'est intolérable que les mineurs non isolés ne soient pas mieux accueillis. C'est les mineurs non accompagnés qui sont isolés. Qui sont isolés, voilà. Parce qu'un mineur étranger, en France, est considéré comme un mineur en danger, donc doit être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Sa nationalité n'entre pas en compte. Et or, de plus en plus, il y a une suspicion notamment sur l'âge, et beaucoup de réticences. C'est-à-dire que comme pour beaucoup d'étrangers, et que ce soit des demandeurs d'asile ou que ce soit des mineurs, l'administration, et c'est uniquement le ministère de l'Intérieur qui gère tout ce qui concerne l'immigration depuis une dizaine d'années, depuis Sarkozy, l'administration soupçonne d'abord, fondamentalement, fait une suspicion d'irrégularité pour toute personne qui arrive en France. Et ça, c'est aussi un regard qu'on essaye de faire changer. Et donc les mineurs, parmi d'autres, mais aussi les demandeurs d'asile, mais aussi, alors une des autres manifestations qu'on avait faites il y a quelques années, c'était de dérouler une longue banderole sur laquelle sont inscrits 17 000 noms de personnes décédées, attestées, connues, dont l'identité est connue, qui étaient décédées en Méditerranée sur un certain nombre d'années. Malheureusement, la liste continue de s'allonger. Et on avait déroulé cette banderole à plusieurs endroits de la ville d'ailleurs, mais aussi notamment entre la Cour européenne des droits de l'homme et le Parlement européen, de façon symbolique pour dire que la politique européenne pour les migrations est aussi une politique de suspicion et de sécurité contre un ennemi qu'on invente. Du coup, quand on parle de migration dans ce cadre-là, on parle de quel type de migration ? Parce qu'il y a quand même plusieurs sortes de migrants. De quels migrants on parle exactement ? Je dirais que nous considérons qu'une personne qui arrive est digne d'être entendue et d'être écoutée, et que nous, en tout cas CIMAD, nous n'avons pas à juger la
la raison pour laquelle elle a quitté. Ce qui est clair, c'est qu'une personne qui quitte son pays est une personne qui veut et qui a un projet de vivre mieux que chez lui. Et donc, nous ne faisons pas la distinction, c'est-à-dire que nous accueillons de façon inconditionnelle les personnes qui sont là. Nous savons, bien sûr, et il est loin de nous l'idée de ne pas considérer qu'il y a un droit d'asile qui est un droit fondamental au niveau international et garanti, et nous protestons contre le fait que l'accès au droit d'asile n'est pas possible pour un certain nombre de personnes, dont certaines qui meurent en Méditerranée. Voilà, nous pensons à un accueil, nous pratiquons un accueil inconditionnel. Nous ne donnons pas à tous les moyens, effectivement, d'accéder à un droit d'accueil lorsque, par exemple, il ne relève pas directement du droit d'asile. Mais voilà, ça c'est notre vision de la chose. Je me rends compte que ma question était peut-être mal posée. Est-ce que toutes les personnes étrangères qui viennent s'installer sur le territoire national sont considérées comme des migrants ? Qu'est-ce que Quelles que soient leurs origines. Je souscris totalement à ce qui vient d'être dit par Pierre, à savoir que au fond de nos convictions, il y a l'idée qu'il n'y a quand même qu'une seule planète et que mener une politique de frontières, ce n'est pas une politique humaine. Donc, je crois répondre assez rapidement à votre question en disant que nous, à Médecins du Monde, et je sais que c'est vrai à la CIMAD, voire dans d'autres associations, nous ne demandons pas au départ pour quelles raisons les gens viennent, si ce n'est pour comprendre leur démarche et leur désarroi. Mais à part ça, nous ne faisons pas de hiérarchie entre, d'une part, le droit d'asile, d'autre part, les climatiques, d'autre part, ceux qui fuient leur pays. Ça ne nous regarde pas. Ma question, c'était surtout de se demander est-ce que un Allemand, un Américain qui vient vivre, qui vient à Paris ou qui vient en France pour son travail, des choses comme ça, est aussi considéré comme un migrant. Je pensais pas qu'il fallait faire le tri entre les personnes qui ont un vécu vraiment dramatique. Mais légalement, toute personne qui vient d'un autre pays est un migrant qui vient d'un autre pays et qui s'installe dans un pays est un migrant. C'est vrai que les Européens ou les ressortissants des États-Unis ont moins de problèmes de séjour, et donc c'est pas le public qui nous occupe et qui nous interpelle, hein. Parce que les Européens ont le droit de s'installer. Les Européens de l'Union européenne, dans certaines conditions, ont le droit au séjour. Et donc, mais lorsqu'ils, pour des raisons ou pour une autre, des Européens hors Union européenne, ou quelquefois même Union européenne, ont des problèmes, eh bien, ils peuvent effectivement s'adresser à nous. Mais c'est vrai que ce n'est pas notre public habituel. Par contre, hors Union européenne, une grande partie des personnes que nous rencontrons, qui viennent nous demander, viennent de Géorgie, d'Arménie, disons de pays périphériques, membres parfois du Conseil de l'Europe, mais pas de l'Union européenne, et donc qui n'ont pas les mêmes droits, d'Albanie aussi, hein, et n'ont pas les mêmes droits que les ressortissants de l'Union européenne. Vous avez peut-être compris à travers le ton sur lequel nous avons répondu à votre question que c'est un sujet pour nous très sensible. Et entre autres, c'est un des sujets que nous abordons souvent lorsque nous sommes soit dans les écoles, soit sur la place publique, lorsqu'on nous dit mais nous n'avons pas assez de place pour toutes ces personnes qui arrivent. Notre réponse est toujours la suivante: les migrations les plus importantes ne sont pas en direction de l'Europe. Il y a plus de migrations au sein de l'Afrique, il y a plus de migrations internes
en Amérique que de mouvements vers l'Europe. Donc il faut aussi quelque part fusiller cette idée que voilà, le migrant est un envahisseur, ce n'est pas un envahisseur en Europe. Du coup, les états généraux d'immigration, qu'est-ce que c'est exactement? Enfin, autant au niveau national qu'au niveau local. Les états généraux des migrations, c'est une initiative qui a été prise par un certain nombre d'associations au niveau national de faire un état des lieux, de faire de proposer des politiques alternatives aux politiques qui sont menées. Donc il y a un document sur ce qui est inacceptable qui a été rédigé. Il y a un document sur d'autres politiques possibles qui a été rédigé. Donc ce sont des initiatives des associations nationales qui promeuvent l'organisation de groupes ou d'assemblées locales. Et donc le collectif pour une autre politique migratoire à Strasbourg s'est joint à est une forme d'assemblée locale des États généraux de la migration. Avec comme objectif aussi de rendre public et une action de ce qu'on appelle une action de plaidoyer, c'est-à-dire de faire évoluer la législation, mais peut-être aussi faire évoluer le discours politique et le regard sur l'immigration, sur l'émigration. Oui, au fond, les États généraux des migrations se sont constitués un peu de la même manière que notre collectif strasbourgeois, à savoir que on pense que ce n'est pas productif de rester chacun sur ses objectifs associatifs, que face au problème de l'arrivée donc d'un certain nombre de migrants, il faut trouver à la fois une réponse politique et une réponse associative mieux concertée. Alors, Pierre évoquait donc les deux textes qui pour nous sont importants, à la fois l'intolérable. Nous avons nous aussi démarré avec un cahier des doléances, mais nous avons aussi tout de suite après les doléances fait des propositions qui sont issues de nos pratiques. Pour ceux de nos auditeurs qui s'intéresseraient plus aux questions, il y a un site internet, donc EG comme États généraux, EG minuscule, le tiret migration.org, migration au pluriel. Donc sur ce site, effectivement, beaucoup de choses s'y trouvent, à la fois notre histoire qui est relativement récente. Je crois que ça a vraiment démarré. Notamment lié à l'élaboration du projet de loi Asile et Intégration, dite loi Collomb. Ça, oui, encore Collomb, oui, qui date encore de l'ancien ministre de l'Intérieur. Voilà. Donc, dans l'intolérable, nous avons à la fois dénoncé tout ce qui était politique publique, répressive, inaccueillante. C'est vrai qu'on a pu dénoncer, par exemple, qu'on le veuille ou pas, il y a quand même des administrations qui sont très réticentes à l'accueil, qui jugent la démarche du migrant avant de l'accueillir pour ce qu'il est et de faire son boulot d'administrateur. Je m'excuse de ne pas être sympa pour un certain nombre de nos collègues fonctionnaires, mais c'est vrai que nous dénonçons certaines formes de non-accueil, à la fois dans nos administrations, mais aussi sur le plan de la politique générale. Entre autres, lors de notre manifestation devant la préfecture, nous sommes élevés contre le jugement des militants de la Roya et des militants les 7 de Briançon, comme on dit, qui ont été condamnés pour délit de solidarité. Enfin,
Voilà des choses que nous n'acceptons pas et que nous souhaitons dénoncer publiquement avec la force, Pierre l'a évoqué, donc de toutes nos associations locales. Donc l'événement fondateur a été au mois de mai à Montreuil, mois de mai l'an dernier, 2018, où se sont réunis 103 collectifs locaux. Donc nous étions à peu près 400 personnes pour cet événement fondateur. Et au cours de cet événement fondateur, on a longtemps discuté d'un manifeste pour faire en sorte que nos positions communes soient connues. Et donc il y a 6 points qui sont importants, qui vont de l'accueil, du réaménagement des politiques des frontières, de la considération pour les associations qui sont actives dans ce domaine-là. Voilà des points qui, pour nous, sont importants et que nous souhaitons défendre. Et alors, 106 collectifs locaux, ça veut dire que ce que l'on veut faire croire à l'opinion, c'est-à-dire que, et c'est le discours politique très largement majoritaire, c'est que l'immigration est un problème et qu'elle fait peur, que les migrants font peur. Le fait qu'il y ait 106 assemblées locales qui chaque fois regroupent un certain nombre d'associations locales qui accueillent les migrants montre qu'il y a dans l'opinion et dans le pays un certain nombre de gens qui sont prêts à l'accueil. Et il a déjà été prouvé que dans un certain nombre de lieux, même lorsqu'il y avait des réticences a priori, lorsque des migrants sont venus, notamment dans le cadre de centres d'accueil et d'orientation, de gens de Calais qui avaient été regroupés, etc., non seulement une fois qu'ils étaient arrivés, ça s'était plutôt bien passé, mais ça s'était même très bien passé, puisque des personnes s'étaient regroupées pour une aide administrative, un accompagnement d'apprentissage du français, un accompagnement simplement pour faire découvrir la région ou autre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont prêtes à accueillir. Et politiquement, on s'aperçoit que à Ferrette, par exemple, il y a eu, depuis qu'il y a des migrants, une baisse du vote d'extrême droite. À Grande-Synthe, près de Dunkerque, où il y a eu un gros problème assez comparable à la jungle de Calais, un maire a eu une politique d'accueil. C'est la seule ville un peu importante dans la région qui n'a pas, aux dernières élections, eu une majorité de vote d'extrême droite. C'est donc bien que lorsqu'il y a une volonté politique d'accueil, eh bien, cela montre que la peur, le discours de la peur est neutralisé. Et ça aussi, c'est un élément qui nous paraît être important, parce que quand on se dit humaniste et progressiste et qu'on garde le discours de suspicion par rapport aux étrangers et de base sécuritaire, il y a quelque chose qui cloche. Alors nous allons profiter, nous allons faire une petite pause pour déjà absorber toutes ces informations qu'on peut nous transmettre Fernand et Pierre. Et pour cette petite pause, je vous propose d'écouter le poème de Joachim de Bialet, qui parle d'un des plus célèbres migrants de toutes nos traditions, et tous nos contes occidentaux, Ulysse. Alors c'est le Heureux qui comme Ulysse, le poème de Joachim du Bellay, comme je vous l'ai dit, qui a été mis en musique et en paroles par Ridan. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Vous êtes encore et toujours sur RBS 91.9 pour l'émission de Strasbourg et d'ailleurs. Alors, comme vous l'avez déjà dit, aujourd'hui nous parlons de migration en compagnie de Pierre Greib et Monsieur Gilles. D'ailleurs, nous allons les retrouver. Nous étions en train de parler des états généraux d'immigration, de comment les migrants sont accueillis et de comment l'État français s'en occupe et de comment il faudrait les accueillir. Alors voilà, nous nous retrouvons
au café des Savons d'Hélène pour la suite de notre interview. Oui, je voulais tout simplement compléter en disant que localement, nous avons souhaité faire connaître ces états généraux de la migration parce que ça a l'air d'être quelque chose de relativement abstrait, relativement nouveau. Et donc, nous avons condensé le manifeste en un flyer, voilà. Et donc, nous avons rédigé ce flyer et nous sommes allés sur les marchés, je crois une douzaine de marchés, où nous sommes allés donc distribuer ces tracts en disant que nous nous mobilisions pour les migrants. L'accueil était courtois, poli, parfois un peu hostile. Moi, je peux parler du marché de Cronenbourg, où l'accueil a été plus que favorable. Mais il faut dire qu'au marché de Cronenbourg, c'est vraiment un marché interculturel et vraiment où le vivre ensemble peut s'éprouver au quotidien. Voilà. Donc, et dans ce flyer, nous attirons l'attention sur les problèmes de logement. Et c'est vrai que nous le savons, nous, par un Médecins du Monde, par les gens que nous voyons à la rue, il y a quand même des familles et des femmes à la rue avec des enfants. Ça va pas, ça. C'est pas digne de notre pays. Nous avons utilisé le terme de maltraitance administrative. Nous sortions d'une lutte que nous avons menée un peu avec la préfecture pour dire que les files d'attente sous la pluie, dans le vent, à partir de 5h du matin jusqu'à midi, c'était insoutenable, c'était inhumain et que c'était pas digne de la France. Parmi les points aussi que nous évoquons, nous ne faisons pas uniquement nous ne nous battons pas uniquement pour les mineurs isolés, mais nous nous battons pour que les conditions de scolarisation soient les meilleures possibles. Et entre autres, qu'on ne leur reproche pas un jour de ne pas avoir appris le français si on ne leur a pas donné les moyens d'apprendre le français. On a un peu parlé de la préfecture et du ministère de l'Intérieur, mais dans les états généraux et dans l'accueil des migrants, pour les mineurs et pour les majeurs, j'imagine que les situations doivent être différentes. Quelles sont les administrations qui sont aussi mises en cause dans ces états généraux ? Difficile à dire. Certes, les préfectures, et on s'aperçoit que les préfectures ont quand même très souvent des politiques. Alors nous, on voit par exemple en Alsace et en Lorraine, puisqu'on est présent et qu'on s'aperçoit que l'accès aux droits pour les migrants qui ont des situations délicates, des situations administratives délicates, l'accueil est très difficile. L'obtention d'un rendez-vous, alors il n'y a plus de fil, mais c'est un système qui est informatisé et numérique, et l'accueil est extrêmement compliqué parce que souvent c'est à partir du dimanche soir à minuit jusqu'à 8h du matin où tout est saturé, où on nous dit qu'il n'y a plus de possibilité où l'informatique répond qu'il n'y a plus de possibilité d'accueil. Donc ce que nous reprochons, c'est qu'effectivement toute la politique est menée et pilotée par le ministère de l'Intérieur. Actuellement, nous sommes inquiets aussi parce que l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui est chargé d'instruire et d'accorder le statut de réfugié, a un directeur qui a terminé son mandat depuis plus de 6 mois, et ce directeur n'est toujours pas remplacé. Il dépendait du ministère de l'Intérieur. Notre crainte, c'est qu'il soit remplacé par quelqu'un. Il dépendait du ministère des Affaires étrangères, pardon. Et notre crainte, c'est qu'il soit remplacé par un préfet, enfin par un représentant du ministère de l'Intérieur. Donc, et la politique d'asile, c'est quand même une politique internationale. Donc, voilà.
Et alors, ce que nous constatons quand même, c'est qu'un certain nombre de villes, dont Strasbourg, Bordeaux, Grande-Synthe et un certain nombre d'autres, sont en train d'élaborer et en train de mettre en œuvre une politique volontariste d'accueil, et je dirais malgré la politique pilotée par les préfets. Donc votre question sur les ministères est tout à fait intéressante parce que un certain nombre de militants s'est remonté lors des assises des États généraux des migrations. Pour un certain nombre de cas, les administrations se renvoient la balle en disant « Ah, mais c'est quelque chose qui touche au ministère de la Santé. Allez voir du côté de la Santé, ou alors le ministère du Logement, ou encore le ministère du Travail, ou encore, et souvent la défausse est encore plus facile, mais c'est la compétence du conseil départemental, ou c'est de la compétence de la ville. » Nous, on dit la chose suivante, le migrant n'a pas à faire les frais de notre système d'organisation très complexe, une bonne répartition, un affinement des problèmes, mais à un moment donné, affinement dit aussi à un moment donné confinement, à savoir que les choses se passent parfois d'une manière un peu étanche d'un ministère à l'autre. Et donc, une de nos revendications prioritaires, c'est de dire les migrants, c'est pas uniquement l'affaire du ministère de l'Intérieur, qu'on trouve un moyen pour faire en sorte qu'il y ait un interlocuteur le plus unique possible pour favoriser les choses et pour manifester une attitude d'accueil concrète, mais aussi des dispositions administratives qui permettent d'accélérer les procédures. Donc, pour nous, c'est très important que... Voilà. Alors, je vais quand même citer un exemple. Pourquoi est-ce que d'autres ministères sont intéressés que le ministère de l'Intérieur ? Eh bien, nous, à Médecins du Monde, évidemment, nous faisons avec ardeur notre travail au centre d'accueil de soins et d'orientation, mais nous pensons aussi que le migrant sera vraiment accueilli ou que son droit sera vraiment respecté le jour où c'est la collectivité publique qui donne la réponse, pas une association, la collectivité publique. Alors je viens à l'illustration. Nous avons déjà obtenu qu'il y ait donc les permanences d'accueil de soins, des soins de santé dans les hôpitaux, pour faire en sorte que les gens qui n'ont pas l'AME ou la CMU puissent être soignés. Donc il existe une passe à l'hôpital. Mais nous pensons qu'il faut que les citoyens sachent que ces passes ont toujours besoin de davantage de moyens. Alors, nous faisons face, nous accueillons les gens, et dans le mot CASO, il y a le mot orientation. Donc, nous les orientons vers la passe, mais de temps en temps, la passe nous fait savoir, mais vous nous envoyez trop de monde, enfin, même si par ailleurs, la passe fait un travail lourd, difficile, compliqué, évidemment. Je voulais vous poser la question d'après les États généraux d'immigration, qu'est-ce que vous avez déjà analysé comme des choses inacceptables, en plus de ce que vous avez déjà dit? J'ai l'impression qu'on en a déjà parlé pas mal de l'inacceptable. Bon, ce qui est inacceptable, c'est les conditions d'accueil, l'espèce de jeu chaise musicale qui renvoie les migrants d'un endroit à un autre. C'est la rétention des mineurs. Nous sommes alors là opposés au fait que les mineurs soient en rétention, comme par exemple à Metz, le centre de rétention, donc là où on met les gens avant de les embarquer dans un avion pour les reconduire dans un pays, leur pays, dit-on.
c'est pas un endroit pour des mineurs. Les mineurs, leur place est dans un foyer ou à l'école. Enfin, l'éducation nationale fait quand même un travail important en donnant droit à toute personne de moins de 16 ans, voire 18 ans, d'être scolarisée. Donc il n'y a aucune raison que ces gens-là, que ces jeunes soient en rétention alors qu'ils pourraient être à l'école. Donc ça, c'est un des points sur lesquels on se bagarre beaucoup. Et puis, à l'heure actuelle, on est en train de se bagarrer aussi sur l'idée que vraiment nos pays qui délèguent le travail à la Libye ou au Maroc pour faire en sorte qu'on retienne les migrants en Afrique, franchement, c'est honteux, c'est pas bien. Pour ce qui concerne les mineurs, le fait de ne pas accueillir de mineurs, de les mettre en rétention parce qu'ils viennent de l'étranger, enfin dans la Convention internationale des droits de l'enfant, normalement, il y a une obligation de protection par rapport aux États. On est limite hors la loi avec un truc comme ça. Alors, bon, on ne met pas directement en rétention des mineurs, en tout cas en métropole. Mayotte a une situation plus complexe, plus contestable aussi, puisque pratiquement à Mayotte, il y a autant d'expulsions chaque année que sur l'ensemble de la métropole. De ce qu'on appelle le raccompagnement à la frontière. Voilà. Donc, il faut. Mais normalement, la Convention internationale des droits de l'enfant affirme qu'un enfant ne doit pas être dans un lieu de rétention. Et donc, la France a été d'ailleurs condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme à plusieurs reprises, justement sur la rétention. Nous protestons aussi, alors c'est moins visible ou moins net ici dans la région, mais notamment dans les Alpes, sur les conditions qui font que les migrants ne sont pas autorisés à entrer et sont refoulés alors qu'on leur refoulés à la frontière vers l'Italie, alors qu'on ne leur donne pas la possibilité de demander l'asile. On ne leur propose pas la possibilité de demander l'asile. Donc, et les pratiques de la police, notamment à différents points de la frontière dans les Alpes, entre la France et l'Italie, sont absolument inadmissibles. Voilà, il y a donc tout cela, et puis effectivement, il y a le problème de l'externalisation des frontières, et notamment les accords avec la Libye. On a encore vu que la France va livrer des vedettes rapides à la Libye. Là, il y a quelque chose, alors qu'on a entendu le président de la République un jour dire qu'il y avait des choses absolument inadmissibles et qu'il y veillerait. Pour l'instant, il offre des vedettes rapides à la Libye pour empêcher les gens de quitter la Libye. Et il y a des contradictions là qu'il faut essayer de révéler et de faire en sorte d'y mettre fin. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme proposition qui émerge de cet état des lieux? Et j'avais aussi une autre question, je vais peut-être la poser en même temps, même si c'est pas la même. Est-ce qu'il y a une différence notable entre ce qui se passe sur le territoire national de manière générale et ce qui se passe sur notre région en particulier? Alors pour la première question, celle qui concerne quelles sont les alternatives, quelles sont les propositions, qu'est-ce qu'on veut préconiser comme mise en œuvre, eh bien, je crois que notre première préconisation actuellement, c'est, outre ce que nous avons déjà dénoncé, faire en sorte que ce que nous avons dénoncé puisse, au moins dans l'opinion publique, être compris, et qu'au moment de faire des choix politiques, on fasse les choix indiqués. Et à propos de choix politiques, et c'est là où je voulais en venir, Pierre l'a évoqué tout à l'heure, Strasbourg, lorsque nous faisons une réunion nationale, on est toujours interpellé sur l'action des institutions internationales, Parlement européen d'un côté, Conseil de l'Europe de l'autre. Alors,
On a déjà évoqué les actions, l'action de la Cour européenne des droits de l'homme, qui effectivement est en mesure de sanctionner les pays membres du Conseil de l'Europe. Donc ça concerne quand même 47 pays qui peuvent être mis en cause. La France a été régulièrement mise en cause. Et tout prochainement, le 24 avril, on sait que c'est la Belgique qui va être mise en cause pour des questions d'accueil de personnes en situation de migration. Nous voulons aussi profiter de la préparation des élections au Parlement européen pour interpeller les candidats à ces élections sur les politiques de l'Union européenne. On a le sentiment que l'Union européenne est plus intéressée par tout ce qui touche au développement économique qu'au développement des droits humains. Droits humains qui sont peut-être davantage pris en considération par le Conseil de l'Europe. Donc, nous voudrions interpeller les candidats. C'est pas encore tout à fait public, mais nous aurons à peu près 6 ou une dizaine de questions à poser aux candidats lorsque nous irons les rencontrer. Je pense que nous, à Strasbourgeois, on ira rencontrer les candidats locaux qui seront sur une liste nationale, mais qui habitent ou qui résident dans la région strasbourgeoise. Donc voilà pour l'immédiat. Autre immédiat, c'est que nous poursuivons notre travail de manifestation sur les places publiques. Nous sommes au cercle de silence, etc. Nous participons à plusieurs manifestations où nous sommes le poil à gratter sur le sujet des migrants. S'il y a des personnes comme ça qui nous écoutent pendant l'émission, qui voudraient s'investir un peu plus sur ces questions-là, à qui elles peuvent s'adresser et où elles peuvent s'adresser? Les personnes qui sont concernées, les associations que nous représentons sont connues sur la place. Donc, je veux dire, on trouve assez facilement, notamment sur Internet, aussi bien Médecins du Monde que la CIMAD, que la Ligue des droits de l'homme, suivant les questions qu'on a à poser. Donc, nos associations sont publiques. Le collectif pour une autre politique migratoire est un collectif qui n'est pas une structure institutionnelle ou une association au sens juridique du terme. Donc, c'est un mouvement. Qui a des réunions de temps en temps, mais voilà, il y a donc, comme le disait Fernand tout à l'heure, un site EG Migration. Si on veut approfondir un peu les réflexions, il y a de quoi faire. Je pense que et la CIMAD, et Oxfam, et Médecins du Monde, et la Ligue des droits de l'homme, je cite ces quatre-là. Le CCFD, voilà, nous avons tous des adresses sur Strasbourg, et donc le mieux est de contacter l'une ou l'autre de ces adresses pour nous rejoindre. Je crois que c'est important pour nous de dire que nous représentons au sein du collectif nos associations. Nous ne sommes pas une nouvelle association, nous sommes une nouvelle fédération, une nouvelle énergie, certes, mais nous n'avons pas de budget spécifique ou de choses comme ça. Et donc, il vaut mieux passer par les canaux habituels pour remonter jusqu'au collectif, où on accueillera volontiers tous ceux qui veulent nous rejoindre et se battre avec nous. On sait que dans les Alpes, vous avez beaucoup cité l'exemple des Alpes, dans les Alpes, il y a un autre problème qui se pose, c'est les jeunesses identitaires qui se posent aux frontières et qui se permettent de refouler aussi au nom, en lieu et place de la France ou même du ministère de l'Intérieur, de refouler les migrants aux frontières. Est-ce qu'en Alsace, on rencontre aussi des problèmes similaires ou est-ce qu'il y en a qui risquent de poindre aussi à ce niveau-là ou pas? Moi, je ne connais pas de réaction semblable ici en Alsace.
Par contre, on a été suffisamment sur les places publiques, place Kléber entre autres, pour savoir que tout le monde n'est pas d'accord avec nous. Qu'il peut y avoir des mouvements tout à fait hostiles. Et voilà, je ne les citerai pas, ils sont connus. Voilà. Bon, bien, merci. Merci d'être venu. Voilà, notre émission touche à sa fin. De Strasbourg et d'ailleurs, on pourra se retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure, pour De Strasbourg et d'ailleurs sur RBS 91.9. Et tout de suite, nous allons laisser la place à nos amis d'Afrique Hebdo.